c'est notre dernier séminaire. Certains m'ont dit qu'ils voulaient continuer dans un style de recherche partagée et sur certains thèmes fondamentaux. Quelques-uns de ces thèmes se dégageront de l'exposé de ce soir et nous conclurons tout à l'heure par quelques idées d'organisation. Une citation de Lacan va renouer le fil de ce que j'y disais en mai, mais aussi va renouer avec les pistes frayées depuis l'an dernier. C'est une phrase étonnante par laquelle il termine et conclut son séminaire de 1973-74, Les non-dupes R. C'est peut-être là que nous pouvons retrouver le réel, je cite Lacan, hein. C'est peut-être là que nous pouvons retrouver le réel un peu plus dans la suite, nous apercevoir que l'inconscient est peut-être disharmonique, mais que peut-être il nous mène à un peu plus de ce réel qu'à ce très peu de réalité qui est la nôtre, celle du fantasme. Et qu'il nous mène au-delà, au pur réel. J'avais annoncé ce pur réel cette année précédemment. Pur réel, une formule qui ne peut que susciter l'interrogation. Lacan propose, dans la phrase que je viens de citer, de cerner le réel en allant au-delà du fantasme. Il faut alors reprendre au point final du séminaire précédent de mai la construction du fantasme dans la cure et nous demander jusqu'où cela nous mène-t-il. Y a-t-il un au-delà du fantasme? Formule bien incertaine. C'est dans la cure qu'est travaillée et peut-être saturée notre peu de réalité, dont parle Lacan, tout entière dépendante du fantasme. Ce soir, il s'agit de suivre l'inconscient à la trace dans ce que je vous propose comme la double opération d'une analyse, la construction du fantasme et sa connexion avec la production des signifiants primordiaux, les SA. Une connexion plutôt que deux moments successifs, la question étant, ce double mouvement nous mène-t-il vers ce que Lacan appelle le pur réel? Je m'étais arrêté le mois dernier, car l'heure était avancée, lorsqu'il s'agissait de commenter le discours du psychanalyste tel que Lacan l'écrit. Alors venons-y ce soir. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous avez reçu des petites notes, parce que nous avons pensé que si on les mettait sur l'écran, ça coupait la vision. Donc, comme on va les étudier toute la soirée ou une partie de la soirée. Nous les avons reçus, oui. Vous pouvez les avoir sous les yeux pendant qu'on travaille. Tandis que nous, ici, je peux les écrire au tableau. Donc, nous allons commencer ainsi. Les écrire au tableau à l'ancienne pour les gens qui sont ici et avec les petites photos que vous a envoyées Karine tout à l'heure. Alors, j'écris le discours de l'analyste et vous le trouvez, vous, en bas à droite de la feuille numéro 2 ou de la deuxième partie de la feuille. Donc, le discours de l'analyste sur S2, S barré sur S1. Et j'indique tout de suite le principe de ma lecture. Le discours du psychanalyste est une déconstruction du discours du maître.
Alors, le discours du maître, vous le trouvez, lui, en haut à droite. Je l'écris aussi. S1 sur S barré. S2 sur P. Mon principe de lecture, donc, est que le discours du psychanalyste est une déconstruction du discours du maître. C'est pourquoi Lacan dit que le discours du maître est l'envers de la psychanalyse. C'est le titre, vous le savez, de son séminaire de 1970, 69-70, l'envers de la psychanalyse. Ah, pardon, excuse-moi. Mais heureusement, les gens qui sont sur vision n'ont pas vu d'erreur. Karim, lui, n'en a pas fait. Alors, je vais essayer de montrer que la position du sujet de l'inconscient est ce que note le discours du maître. Voici comment cela se décompose. Donc, pour les personnes qui sont sur Zoom, vous avez à gauche du discours du maître la petite décomposition en 4 points. Premièrement, je procède pas à pas. Au commencement était le verbe, nous dit-on. Autrement dit, le signifiant. Notez S1. Donc, c'est le premier point de cette décomposition, le S1. Étayé sur le constat que le langage précède l'arrivée d'un sujet au monde, soit ce que Lacan a toujours appelé le grand autre, lieu du trésor des signifiants pour que se constitue à partir de lui un sujet de l'inconscient. Le maître, c'est donc dans l'inconscient le signifiant. D'emblée se constate que dans le discours du psychanalyste, il est à la place diamétralement opposée. Vous voyez que dans le discours du maître, le S1 est en haut à gauche, alors que dans le discours de l'analyste, il est en bas à droite. C'est-à-dire qu'il n'est pas en position, dans le discours de l'analyste, il n'est pas en position dominante, déterminante, il est le produit. Car la position en bas à droite dans les discours, c'est celle du produit. Il est le produit de la cure. Et cela, parce que ce S1, c'est le signifiant primordial, il était là de toujours, mais sous refoulement. Façon de dire au passage que du point de vue de la psychanalyse, le sujet n'est pas son propre maître et que l'analyste non plus n'est pas en position de maîtrise. Ils sont tous deux, et de façon conjointe et différente, aux prises avec le signifiant. Deuxième point, suivons la décomposition, nous passons maintenant à S1 sur S barré. La dominance du signifiant s'écrit ainsi, S1 sur S barré. Concrètement, cela désigne le mouvement premier de la constitution d'un sujet, l'identification. S1 sur S barré est le mathème de l'identification. On sait que Lacan, dans son séminaire L'identification de 1960-1961, l'a définit comme identification à un trait que le sujet dans son enfance prélève sur l'autre parental en général, trait du corps, trait de comportement, de caractère, de la posture corporelle ou sociale de l'autre de référence. Et vous savez que Lacan le nomme le trait unaire. C'est le S1 à l'état natif, à l'état minimaliste en quelque sorte et premier. Dans le séminaire 11, le fameux séminaire des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, et dans le texte des écrits Position de l'inconscient, qui sont 2 textes qui se renvoient l'un à l'autre, ce processus
est décrit comme aliénation. Car pour être, le sujet en passe par l'identification, c'est-à-dire par être comme un autre. Les lacaniens récupèrent ici la formule de Rimbaud, « je est un autre », qui, depuis cette théorie de l'identification, cesse d'être énigmatique. Donc, pour advenir, le sujet de l'inconscient est structurellement déterminé par le signifiant, sous lequel, simultanément, il disparaît. Le S barré est sous la barre. L'aliénation, selon Lacan, n'est donc pas la perte de soi, comme dans les philosophies existentialistes. Elle est plutôt, l'aliénation, l'émergence d'un sujet, mais à la condition d'être agi par ses signifiants primordiaux, qu'on écrit donc au-dessus de la barre. Troisièmement, thème numéro 3, S1, S2 sur S barré. Tout cela est bien connu des lecteurs de Lacan et ces signifiants primordiaux déterminent un sujet, et c'est cela qui s'écrit S1, S2 sur S barré. Car depuis Saussure, il est établi que le signifiant est binaire, qu'il n'y a pas effet de signification, sinon par le différentiel entre les signifiants, comme le démontrent les relations des fonctions grammaticales des différents mots dans une phrase, ou l'émergence d'un phonème en fonction des autres phonèmes, comme nous avions pris des exemples, par exemple, table, câble et sable, qui ne différencient que par le premier phonème et qui néanmoins signent une grande différence de signification de ce signe. Cette différence constitutive du monde des signifiants, Lacan l'écrit donc S1, S2. Façon d'écrire à minima le différentiel entre les signifiants. Et il l'a appelé, vous le savez, la chaîne signifiante. Pour être complète, la théorie de l'aliénation du sujet au signifiant est notée comme le passage du sujet S barré sous la barre dont le haut est constitué par toute la chaîne signifiante. C'est cela qu'écrit S1, S2 sur S barré. Ici, un rappel, on lit ce mathème, S1, S2 sur S barré, comme celui de la définition même du signifiant que Lacan a toujours martelé. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Ici, c'est le S1 qui est en charge de cette représentation, entre guillemets, auprès du S2. Je mets le mot représentation entre guillemets, car c'est une conception de ce mot très spécifique à Lacan, de la notion de représentation. Or, ce terme a des acceptions différentes chez Freud, qui lui est plus proche du sens classique du mot, et sens classique qui est celui de la philosophie allemande depuis Leibniz, c'est-à-dire à l'époque des Lumières. Ce sens étant ce que la philosophie française elle appelle l'idée. Ce sera une des pistes de travail, un thème pour la suite, la représentation dans l'inconscient chez Freud et Lacan. Et nous verrons que ça nous mène très loin, jusqu'à la dernière nouveauté de l'art contemporain et de sa critique de la représentation, ainsi que de la plupart des philosophies du XXe siècle. Je n'y insiste donc pas plus aujourd'hui, rappelant seulement que le S1 est dit représenter le sujet pour un autre signifiant, le S2, et que Lacan voit dans ce S2 ce que Freud appelait représentant de la représentation. Ce double usage du représenté est la difficulté à laquelle peu se confrontent. Contentons-nous pour l'instant de dire que le signifiant primordial est refoulé et n'advient que par une sorte de savoir porté par le langage. C'est pourquoi Lacan dira que le S2, c'est le savoir. Cela est ce soir bien trop court et vaut comme juste une des annonces que je vous avais promises tout à l'heure. Quatrièmement,
pour avancer donc dans ce qu'est la structure de l'inconscient, c'est cela que nous sommes en train de décomposer ce soir, et sa mise en mouvement dans la cure analytique que nous allons voir ensuite, il faut en venir au schéma complet du discours du maître, c'est-à-dire ajouter le petit a en bas à droite. En bas à droite, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la position dite de la production. Nous étions dans le système des signifiants, jusque-là, dans ce que nous avons dit ce soir, qui à la fois faisait advenir le sujet et le faisait disparaître, aliéné à l'organisation signifiante. Cette situation du sujet, dont la condition d'émergence est le système signifiant, mais qui disparaît sous la barre, tandis que les signifiants seuls occupent le devant de la scène, eh bien Lacan dit que c'est une vacillation du sujet. Et c'est tout le problème d'un sujet dit de l'inconscient. À maître de lui, disions-nous tout à l'heure, car le maître, c'est le signifiant. Eh bien, à cette vacillation s'offre une issue. Cette issue, c'est l'objet, qui, selon Lacan, se note petit a. Le sujet est pris dans le système des signifiants qui, depuis sa première identification, mène son destin. Or, il trouve, dans la quête de l'objet, la voie de son espérance, qui sera aussi son errance. C'est pourquoi j'ai noté dans le petit papier que vous avez devant vous, espérance. Je me suis permis un petit jeu de mots sur espérance, qui est une errance. Cet appel à l'objet se nomme le fantasme. C'est pourquoi Lacan l'écrit S barré poinçon petit a. C'est écrit aussi en dessous du discours du maître dans les petites fiches. Les deux éléments du fantasme, S barré et petit a, vous le remarquez, se trouvent en dessous de la barre du discours du maître. Avec la relation du sujet à l'objet, on retrouve intacts les enseignements de Freud. Depuis son grand œuvre, La théorie sexuelle, publié dans ses 3 traités de 1905, texte qu'il a remanié tout au long de son œuvre par des ajouts de chapitres entiers, des notes et des textes complémentaires non intégrés dans l'ouvrage. L'étude des 3 essais sur la théorie sexuelle, avec ses remaniements et ses ajouts jusqu'en 1925, donc pendant 20 ans, en particulier ses ajouts sur le phallus, sur la pulsion de mort et sur le masochisme, au fond, sont la base de la formation d'un analyste. La leçon numéro 1 de cette théorie de Freud, comme vous le savez, est que l'objet est irrémédiablement perdu et que sa quête erre, voilà l'errance, de substitut en substitut. Mais aussi que cette quête est obscurément guidée par la marque indélébile des premières expériences infantiles, le plus souvent de caractère traumatique. Cela veut dire 3 choses. Premièrement, que le sujet est agi par son rapport inconscient à l'objet. C'est ce qui s'appelle le fantasme. Deuxièmement, que dans le fantasme, le sujet défaille à l'endroit de l'objet. Cette issue qu'est l'objet à son aliénation au signifiant le mène donc à une errance. Et c'est le titre même du premier essai de Freud sur la théorie sexuelle, les aberrations sexuelles, comment on dit les perversions.
Le mot Abirrungen, qu'on traduit en français par aberration, comprend le verbe irren, c'est le verbe errer, c'est le même mot. Donc, dès l'ouverture de son traité sur la théorie sexuelle, Lacan parle de la façon dont on erre dans la sexualité menée par le fantasme. Troisièmement, cela veut dire qu'il y a au noyau du fantasme ce que Freud appelle une fixation libidinale, point d'ancrage de la sexualité, fixé depuis les premières expériences où l'enfant rencontre la sexualité dans un étroit rapport à celle des autres, adultes et enfants qui l'environnent. Cette rencontre est en général traumatique. Cela s'écrit dans le discours du maître par le S barré, vous disais-je, et le A en bas du tableau. Mais cela s'écrit sans liaison entre eux dans le discours du maître. La seule connexion qui existe dans la structure de l'inconscient, c'est la connexion entre S1 et S2, entre les signifiants. C'est pour ça qu'il y a un tiret en haut du discours du maître. Entre S barré et petit a, le lien ne s'écrit pas. Il fonctionne, inconscient, dans ce que l'on peut appeler un véritable égarement caractéristique de la capture du sujet dans le fantasme. À la fin des 3 essais, Freud fait ce qu'il appelle une récapitulation. C'est en fait un 4e chapitre ou essai. Alors, ce qu'il a avancé dans les 3 essais, il le reprend pour l'essentiel, et ce dernier chapitre se termine par la théorie de la fixation développée en 2 pages avec force. La potentialité d'une fixation aux premières impressions que les expériences sexuelles ont faites à l'enfant, c'est ce dont nous parle cette fin de la récapitulation des 3 essais. Cette tendance à se fixer est désignée par Freud par un mot qui évoque un collage, non pas une adhésion, mais une adhérence, encore errance, mais qui évoque l'emprisonnement, la captivation par les premières expériences devenues captivité. Et Freud ajoute que la répétition de cette fixation impose ses voies, je le cite, pour la durée de l'existence. La fixation, noyau de la vie sexuelle et du fantasme, d'une part, le fantasme, support du désir, de l'autre, ce seront des thèses lacaniennes essentielles. Or, c'est dans l'analyse que cela peut se déplier. Nous allons donc maintenant passer au discours de l'analyste et voir en quoi le discours de l'analyste est une déconstruction de la structure de l'inconscient telle que la formule le discours du maître et que nous venons de décomposer. Alors, je vous disais que en bas du discours du maître s'écrivent S barré du sujet et petit a de l'objet, mais qu'il n'y a pas de lien entre eux. Cette absence de lien formulable entre S barré et petit a dans le discours du maître, c'est-à-dire dans la structure de l'inconscient, Lacan la nomme impuissance, du fait que le sujet est agi par la fixation inconsciente. Et dans le texte radiophonie, dans les autres écrits à la page 445, vous pouvez lire
qu'il y a disjonction de la production, ici celle du petit a, à la vérité, ce qui est la place en bas à gauche dans les discours, celle du S barré. Et ce qui cause cette disjonction entre S barré et petit a, eh bien, je pense que ça vous sera clair, c'est, dit Lacan, la barrière de la jouissance. Autrement dit, c'est parce que le sujet défaille à l'endroit de son objet qu'il s'y perd, que jouissant, il ne sait pas ce qui le mène. Alors, dans l'écriture du discours de l'analyste, vous voyez que le haut du mathème, c'est grand A, flèche, S barré. Non, en haut, petit a, pardon, petit a, flèche, S barré. Cela écrit la mise du fantasme au grand jour, et notez que ça inverse la formule S barré, poisson, petit a. Où le sujet captif défaillait à l'endroit de l'objet. Dans l'analyse, le fantasme est en quelque sorte pris à revers pour être révélé. Révélé comme déterminé par une jouissance qui captive le sujet depuis la fixation première. Le petit a se réalise, nous le savons, dans les fixations anales, orales, scopiques, sadomasochistes, dans le regard et la voix, et leur agencement phallique. Et c'est ce qui va être mis en position active dans le discours du psychanalyste. Le petit a en haut à gauche est dans la place que l'on caractérise dans les 4 discours de Lacan comme la place de l'agent, de ce qui agit. Lacan l'appelle à cette époque, en 1968-70, ce petit a le plus de jouir. Et dans le discours de l'analyste, il est mis en première place, c'est lui qui va agir. La construction du fantasme est ici formulée. Petit a, flèche, S barré, c'est le baptême de la construction du fantasme. Et c'est l'axe d'une analyse. Vers quoi convergent les élaborations du savoir inconscient, le S2 qui est sous le petit a, et élaboration du savoir inconscient qui sont véhiculées par la parole de l'analysant. Les effets de cette traversée sont de mettre l'analysant ou l'analysante au fait de ce qui l'excite et de ce qui le ou la fait plus ou moins obscurément jouir, mène sa conduite tant sociale que sexuelle. Ainsi, l'analyse ne recule-t-elle pas devant la dimension perverse qui se tient dans tout fantasme, dans toute mise en fonction de la relation primaire à l'objet, et nous le disions, oral, anal, etc. C'est une des leçons capitales des 3 essais sur la théorie sexuelle qui, dans une certaine mesure, ne parlent que de cela. Si l'on veut desserrer l'emprise de la névrose dans une cure, il faut toujours rappeler et se rappeler que, comme le note et l'énonce fortement et régulièrement Freud, la névrose est le négatif de la perversion. C'est-à-dire que la névrose est défense contre la dimension perverse intolérable qui anime secrètement le fantasme. Et c'est en cela que la névrose est négation ou négatif de cette perversion par les moyens du refoulement. Et le névrosé refoule ses tendances perverses. Et c'est ce qui constitue la névrose.
si révélation il y a dans une analyse, c'est bien une mise de la jouissance au grand jour. L'analysant ou l'analysante peut alors opérer une certaine prise de distance avec sa capture première, avec sa satisfaction étroitement, addictivement accrochée à la fixation, et fixation répétée dans les formes imaginaires du fantasme. Comme je l'annonçais en introduction, ce mouvement majeur de la cure va de pair avec cette autre opération qui s'écrit cette fois A barré, flèche, S barré sur S1. Je ne me suis pas trompé là? Ah, alors c'est petit a, flèche, S barré sur S1. Donc là, nous passons de la question de la construction et traversée du fantasme à une autre opération que je vous annonçais et que Lacan appelle, toujours dans Radiophonie à la page 445, mettre à la question du plus de jouir le passage du sujet au signifiant maître. Mettre à la question, c'est quasiment une torture médiévale dont il nous parle. Hein. C'est-à-dire qu'on agit, au fond, à partir de la jouissance prise pour l'objet, fantasme. Ça s'est arrêté là. Excusez-moi, je ne sais pas. Ah, c'est reparti. On ne voit plus. Vous ne voyez plus. Si, maintenant ça arrive. Moi, je suis immobile là. Bon, bouge, mais... Ça bouge sur Zoom ou pas? Non, ça bouge Non, pas, sur mais on Zoom. vous entend. Non, ça ne bouge pas. Ça ne- Ah, c'est bon, ça a repris. C'est bon, ça arrive. Ouais, problème de réseau. Hop, voilà. Donc, mettre à la question du plus de jouir le passage du sujet au signifiant maître. Je vais montrer en quelques mots qu'il y a là l'éclaircissement par la leçon de ce qu'est une analyse d'une des formules les plus mystérieuses, bien que souvent citée, par quoi se termine le séminaire 11, le séminaire des 4 concepts. Alors, à la fin du séminaire 11, Lacan dit que, à propos du désir qui conduit une analyse, il dit, et c'est cela cette phrase célèbre et mystérieuse, c'est le désir d'obtenir la différence absolue, celle qui intervient quand, confronté au signifiant primordial, le sujet vient pour la première fois en position de s'y assujettir. Le sujet assujetti à ces signifiants primordiaux, nous l'avons vu, être l'acte de constitution même d'un inconscient. Vu tout à l'heure. Or, c'est ce moment, cette première fois, qui est visé dans la cure, dans le labeur entêté d'une analyse, et c'est ce qu'écrit le Mathème S barré sur S1. Le Mathème qui est à droite du discours de l'analyste. Nous l'avions dit au début, hein, c'est l'envers de celui de l'identification. Vous vous souvenez, la première aliénation du sujet, son identification, s'écrivait S1 sur S barré. Ça, c'est dans la structure de l'inconscient. Dans sa déconstruction, dans le discours de l'analyse, nous en venons donc à la formule inversée, S barré sur S1. À l'époque du séminaire 11, quelques minutes avant la fin et la formule oraculaire que j'ai citée, Lacan appelait au franchissement du plan des identifications. On s'en détache dans une cure de ces identifications.
comme on se déprend d'autre part de ces fixations libidinales. Et peut-être est-ce la même chose. Question délicate par laquelle je conclurai tout à l'heure. La production des SA, en bas à droite du discours de l'analyste. Des signifiants qui ont inconsciemment mené une vie est cette attente du point initial de l'assujettissement du sujet au signifiant, dont parle le séminaire, ce moment premier. Le mathème S-barré sur S1 peut être appelé mathème de l'extraction des signifiants. Je reprends ce terme d'extraction de la dernière séance du séminaire encore, à la page 129. Nous allons y découvrir ce qu'est cette différence absolue dont parlait tout à l'heure le séminaire 11. Vous savez, le désir d'obtenir la différence absolue, celle qui intervient quand confrontée au signifiant primordial, etc. Alors, qu'est-ce que cette différence absolue? Ce n'est pas si simple. Cela implique d'abord de rappeler le fait bien connu, et nous avons déjà rappelé, comme le fait cette page 129 du séminaire encore, qu'un signifiant n'est définissable que par la différence avec un autre signifiant. Mais cela, on pourrait dire que c'est la différence relative. Où donc se trouve la différence absolue? Comment peut-on travailler avec ce que nous avons appelé dans le courant de ce séminaire le signifiant comme tel, le signifiant en tant que tel et non pas relaté à un autre signifiant? Eh bien, par une extraction et pas n'importe laquelle. Je cite encore à la page 129. C'est l'introduction de la différence comme telle dans le champ qui permet d'extraire de la langue, en un mot, ce qu'il en est du signifiant. Comme souvent en lisant Lacan, il faut être attentif au décalage qui se glisse dans une même phrase, dans un même énoncé. Ici, le marqueur, c'est qu'il se passe quelque chose de nouveau, la mention finale de la langue. Car à première vue, dire qu'introduire la différence, c'est produire le signifiant, ce serait un énoncé strictement linguistique, strictement saussurien. Mais s'il s'agit d'extraire le signifiant de la langue, alors le pas est fait vers la sortie de la linguistique, la sortie hors de la linguistique, ou à partir de la linguistique, processus que nous observons depuis le début de ce séminaire. Pour Saussure et ses disciples, dont Lévi-Strauss, le fonctionnement de la différence produit le signifiant, le phonème par exemple, il n'y a rien à ajouter. La différence structurale, celle de la linguistique et de la pensée structurale en général, liquide une fois pour toutes le problème de l'origine. Et ce que Lévi-Strauss appelle l'illusion archaïque. Mais l'apport de Lacan est de mettre en lumière que cette production des signifiants 1, des S1, des signifiants fondamentaux, par différence entre eux, est une extraction, et une extraction à partir de la langue. Attention ici, il ne s'agit pas de revenir avec la langue aux illusions archaïsantes d'un lieu originel du langage. Lacan reste fidèle à la rationalité structurale. Mais il la transforme.
par la mise en fonction décisive de la jouissance. La langue n'est pas quelque origine du langage. Elle est un usage jouissant du langage, hors des limites qu'imposent les règles de la phonologie et de la grammaire, et donc hors sens. Sur cet usage jouissant, la différence opère pour ériger l'ordre du langage, par extraction des signifiants. L'outil de cette extraction, Lacan l'appelle ici la différence comme telle. Le terme ne passera pas inaperçu pour nous qui avons appris à parler du signifiant comme tel lui aussi. Le signifiant comme tel s'écrit S1. Et si dans la linguistique, il n'existe que par rapport à un S2, structurellement différent de lui, avec la psychanalyse lacanienne, le S1 est cerné pour lui-même, en tant que tel, donc. C'est pourquoi Lacan en vient, dans le séminaire encore, à produire un jeu de mots et un concept, ce qu'il appelle non plus le S1, mais faisant un jeu de mots, il l'appelle l'essaim, comme l'essaim d'abeilles ou de guêpes. Et vous l'avez écrit dans le petit topo, en dessous du discours de l'analyste, et je l'écris au tableau pour nos amis ici. Ça s'écrit. Est-ce que c'est visible pour vous? C'est ça l'S1. Il n'y a plus S1, S2, il y a une série de S1. Une série, ce n'est pas le mot, nous allons en trouver un meilleur. Le S1, c'est donc le signifiant pétri de jouissance que l'on a reçu tout plein de la jouissance de l'autre et que l'on emploie dans cet état auquel chacun, nous allons apporter notre propre inflexion personnelle de jouissance. On l'a vu, cette inflexion singulière dépend des circonstances traumatiques de la rencontre avec la jouissance de l'autre. Elle les répète pour la durée de l'existence, disait Freud. Il est temps d'en venir ici à ce que je vous annonçais tout à l'heure. L'articulation de ce que Freud appelle fixation libidinale et de ce que Lacan nomme cerne dans le S1. Ce S1 est l'un de jouissance, signifiant une ère de la relation identificatoire que la cure analytique permet de franchir. Mais c'est pour aller au-delà vers l'émergence des signifiants S1 auquel s'est faite la première accroche du sujet en voie de constitution. En un mot, le vecteur des expériences traumatiques qui trouve pour issue la fixation objectale se fait par les éléments hors sens de la langue. Ces éléments hors sens de la langue sont issus de l'environnement des autres qui marquent le sujet et la charge de jouissance de ce que le sujet reçoit résonne répétitivement dans ses lapsus, ses rêves, ses symptômes. Voilà pourquoi il y a dans la cure une marche conjointe de la construction du fantasme qui met à nu la fixation et de l'extraction des S1 où sont déposées les jouissances obscures des premières expériences. S'attaquer aux signifiants qui agissent un sujet depuis toujours révèle non pas leur sens à ces signifiants, mais la jouissance qui y est prise. On attrape le S1 non pas par différence relative à des S2,
mais par la différence comme telle dont parlait Lacan tout à l'heure. La différence des jouissances qui y sont prises. Les S1 ne font pas chaîne, ils font S1. La multiplicité se tient en deçà et plus fondamentale que la binarité. Je rappelais, une fois précédente, que Lacan disait finalement « l'on n'interprète que la jouissance ». Cette orientation d'une cure devrait permettre à l'analysant ou à l'analysante de se dépassionner de son fantasme, de se désabuser de ce qui a été fixation, pour déceler dans ses propres signifiants primordiaux la jouissance inaperçue qu'il porte. Ensuite, bien entendu, l'analysant ou l'analysante pourra plus librement faire ce qu'il ou elle souhaite de son fantasme. Maintenant, la citation qui ouvrait ce séminaire ce soir peut peut-être être lue. C'est à condition que je la retrouve. Une citation qui parlait du pur réel. L'inconscient nous mène à un plus de réel que le peu de réalité qui est la nôtre dans le fantasme. Et donc, c'est à ce pur réel qu'il nous mène. Cette année, j'ai retrouvé ces accents à la fin du séminaire « Les non-dupes R », d'où la citation de départ tout à l'heure. Des formules par laquelle Lacan disait que sa pratique est un abord du réel, nous les avons elles aussi retrouvées dans le cours de ce séminaire, dans les dernières interventions de Lacan en 1980. Nous avons d'une part la fin du séminaire « Les noms du Père », où Lacan nous dit qu'en allant au-delà du fantasme, on peut cerner quelque chose comme le pur réel. Et nous avons d'autre part ce que nous avons vu précédemment à partir des derniers enseignements de Lacan en 1980, son séminaire « La dissolution » et sa conférence de Caracas, où il nous explique que sa pratique est en fait un abord du réel. Nous en avions longuement parlé. Il n'y a d'abord du réel que selon des bouts de réel, on nous dit. Et ces bouts de réel, ce sont les uns de jouissance nichés dans les S1, dans les signifiants porteurs des scories de la langue. Chacun des S1 de l'essaim est chargé d'une bribe de jouissance hors sens. Lorsque ces bouts de réel restaient dans les dessous, suivant la formule de Lacan et de Freud pour parler de ce qui est refoulé, alors ils venaient hanter le sujet, se signalant dans les formations de l'inconscient et formant le noyau des symptômes. C'est ce que l'on appelle de façon un peu obscure, en citant souvent Lacan, la lettre du symptôme. Cerner la jouissance prise dans chaque S1 est ainsi l'opération de la différence comme telle dont parle Lacan. Elle opère sur la langue et permet d'en extraire les S1. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire ce soir, mais pour finir, je vais me permettre de finir dans le ton qui devrait être celui de ce travail. Je vais donc laisser la place à quelques poètes. Leur fulgurance d'écriture soutiennent ce moment où nous allons nous quitter ce soir. Un mot d'André Breton, tout d'abord. C'est lui qui a inspiré à Lacan sa formule
du peu de réalité. André Breton avait écrit un article en 1925 sous ce titre. Lacan l'a lu à l'époque où il a été édité, en 1934, lorsqu'il préparait, lui, sa thèse sur le cas aimé. Le surréaliste breton, par sa critique du peu de réalité, voulait déconsidérer ainsi la fausse réalité du sens commun, la banale trivialité des gens qui appellent à un réalisme vulgaire. Mais là où le surréaliste ouvrait la porte à la primauté de l'imaginaire, on le voit dans les œuvres et les tableaux surréalistes, les œuvres littéraires, tableaux surréalistes, Lacan, lui, réoriente la psychanalyse autrement. En critiquant le peu de réalité, il réoriente la psychanalyse non pas sur le fantasme, mais sur un réel, dont il donne un nouveau concept. Cette opposition de principe entre Lacan et Breton explique en fait que Lacan se soit toujours distingué et voulu se distinguer du surréalisme, dont pourtant l'influence avait été si forte sur lui au moment de sa jeunesse et dont il lui restera son grand attachement à Salvador Dalí. Les grands poètes, c'est autre chose. Et Lacan nous l'enseigne aussi. Et Breton savait qu'il n'en était pas un, lui qui était un penseur majeur du XXe siècle, il savait qu'il n'était pas un grand poète. Les grands poètes, donc, nous éclairent sur le secret de la langue. Ils sont, avec les analysants, ceux qui nous guident vers cela. Peut-être vous souvenez-vous de la sorcellerie évocatoire, par quoi Baudelaire caractérise l'art du poète. Nous l'avions vu cité par Jacobson. Or, les grands poètes sont la poésie même. Cela a été notre viatique pour tenter de cerner ce qu'est la langue. Mallarmé, par exemple, a donné de ce secret des notes mémorables au sens musical du terme note. Par exemple, abolit bibelot d'inanité sonore. Comment mieux dire l'autonomie du signifiant, où le sonore prévaut, insoucieux du sens, et Mallarmé l'illustre d'une anagramme, boli-bilo, aboli-bibelot, développé en paronomase, aboli-bibelot. Là règne le son des mots. Mais les poètes savent que les jeux poétiques sont fragiles, comme un jeu de mots freudien, destituable et presque dérisoire. Le bibelot du signifiant a aboli sa valeur de signification. Breton disait qu'en poésie, les mots sont sans valeur d'échange. C'est-à-dire, en termes marxistes, qu'ils n'ont pas, les mots sont sans valeur d'usage, pardon. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une valeur, les mots sont sans valeur d'échange, ça veut dire qu'ils n'ont qu'une valeur d'usage. Les marxistes distinguent la valeur d'usage que l'on a d'un objet et la valeur d'échange lorsque l'on porte cet objet au marché pour l'échanger contre de l'argent. Breton nous dit, les mots en poésie sont sans valeur d'échange. Ils n'ont qu'une valeur d'usage. Pour nous, un usage de jouissance. Encore Mallarmé un instant, avec le début du poème qui sert d'épigraphe à son principal recueil,
qui s'appelle tout simplement Poésie. Voici le début de ce poème. Rien, cette écume, vierge vert, à ne désigner que la coupe. Où se dit la clôture sur soi du poème, qui signe l'absence de l'être, rien, dont je vous laisse apprécier en le relisant ce soir ou un autre jour, l'ampleur de pensée. Nous avons déjà parlé de l'absence radicale en parlant de Hölderlin. Absence de l'autre, avec un grand A, absence de l'être. Rien, dit Mallarmé, pas d'autre référent que ce que la coupe du verre produit. Un effet poétique, un effet de signifiant. Pour celle ou celui qui veut approcher ce que Jacobson appelait la magie des sons du langage, pour ce psychanalyste qui se formerait à la langue pour entendre ces analysants, ces analysantes, les grands poètes sont la ressource précieuse. Duras, par exemple, s'aperçoit 14 ans après Hiroshima, mon amour, que son texte tourne autour de deux signifiants, never en anglais, Nevers, la ville d'origine du drame. Pensait-elle à Edgar Poe et au signifiant terrible du corbeau, le raven en anglais, qui croasse nevermore. Notre la langue gouverne des rencontres insues entre les textes majeurs des grands poètes. Il faut lire les titans du verbe, les Rabelais, les Céline, Joyce, Lewis Carroll, pour se tenir à la hauteur de la découverte lacanienne de la langue, sans se soustraire à leur drôlerie, plus qu'humaine, comme dirait Nietzsche. Alors, mes derniers mots seront pour Cummings, immense poète américain du XXe siècle, dont je vous ai proposé un poème qui est en vertical pour ceux qui ont le document. Et pour les autres, je vais essayer de l'écrire. Et là, peut-être que je fais moins de fautes en vous parlant des matériaux. Alors voilà ce qu'écrit Cummings. Voilà ce qu'il écrit. Alors, on pourrait lire cela comme loneliness, a leaf falls, traduit, une feuille tombe, solitude. Ça pourrait être un haïku chinois. Réceptivité du poète à l'automne, à la beauté du monde, disait Hölderlin par la bouche de sa femme morte. Une feuille tombe, solitude, où se dirait la série des sentiments qu'inspire l'automne à un vieil homme. Cummings a 62 ans lorsqu'il écrit ce poème. Et il y a aussi bien dans des rengaines célèbres sur les feuilles mortes, qui est devenu un standard du jazz. Mais Cummings n'en reste pas là. Il écrit les choses comme ça. Il écrit dans sa parenthèse
la chute de la feuille inéluctable qui se manifeste par la verticalité et s'insère dans la parenthèse entre elle et onlyness, comme pour métaphoriser l'effet de solitude devant la fin des choses et des corps. Le poème pivote sur l'anagramme af-fa. Af étant la fin du mot leaf, qui veut dire feuille, et fa, le début du mot falls, qui veut dire tombe. Je vous laisse essayer de lire ce poème à haute voix, à partir selon le rythme marqué par les coupures verticales, et y découvrir bien des choses que Cummings a ressenties. La coupe fait rythme et poésie, disait tout à l'heure Mallarmé. Alors, je vais vous laisser avec ça. Ce sera donc ma chute ce soir, cette année, c'est 5 ans. Alors maintenant, parlons de la suite, puisque quelques-uns, quelques-unes se sont manifestés en disant qu'ils souhaitaient que ça continue. Remarquable. Merci, Myrna. Ce qui a été séminaire pourrait, je pense, devenir groupe de recherche. Si vous le voulez, pour ceux qui le veulent ou celles qui le veulent, je recevrai pendant l'été vos propositions de travail, pour ceux qui veulent participer. La simple formulation d'un thème de travail suffit, que ce soit en cartel, en binôme, individuellement. Aujourd'hui, j'ai lancé quelques thèmes, vous avez peut-être vu au passage, la représentation, l'objet de la pulsion et du fantasme, les ouvertures des 3 essais sur la théorie sexuelle et la question du phallus. Ce sont quelques thèmes qui seront le prolongement des travaux du séminaire ou encore des échanges d'expériences. Ça pourrait être aussi des échanges d'expériences cliniques sur la langue dans les cures, dans des cartels cliniques ou des groupes, des binômes, bref. Il ne faudrait pas que nous soyons nombreux. Une douzaine au plus, je pense, soit individus, soit cartels, et cartels contemporains. Alors, ça, c'est pour pouvoir laisser la parole à chacun. Nous retrouverions la façon dont, pour un certain nombre ici, nous avions travaillé déjà dans le groupe de recherche de Paris 7. Et la parole serait donnée aux cartels ou aux individus qui ont élaboré quelque chose chaque fois. Alors, oui. Excusez-moi, les Libanais pourraient participer? Mais avec plaisir. Du temps. Peuvent participer tous les gens qui sont sur notre liste, c'est-à-dire une 70 personnes environ de Paris, province et étrangers, et puis tous nos amis du Liban qui maintenant sont chers à notre cœur. Alors, je vous propose de faire un Zoom en octobre, une fois que ceux qui le voudront m'auront envoyé leurs propositions et que j'aurai trouvé une certaine cohérence entre les propositions qui peuvent aller ensemble. Et ce sera celle que nous retiendrons. À l'occasion de cette discussion en octobre, où je convierai ceux qui m'ont envoyé des propositions qui se tiennent ensemble, nous prévoirons une autre réunion en novembre pour arrêter un programme précis et en fonction des différents avis qui seront dégagés dans la discussion d'octobre. Ensuite, ce que je vous propose, c'est que nous continuions à travailler par Zoom, mais de chez nous. Nous n'aurons pas besoin d'utiliser le local de l'école. Au bout de quelques mois, nous reprendrons nos discussions et nous ferons ces réunions par Zoom quelques mois après le mois de novembre pour laisser le temps de la préparation à ceux ou à celles qui se seront proposés de faire une intervention. Donc nous pourrions reprendre, je ne sais pas, au printemps ou à la rentrée de septembre,
et faire alors là nos réunions où interviendrait chacun qui a fait une élaboration. Nous donnerions la parole à une personne ou un cartel ou un petit groupe à chaque réunion. Et je suis prêt à participer à la préparation de ces élaborations si les collègues en ont besoin. Et je me réserve d'intervenir, comme on le faisait à Paris 7, à la fin des topos, pour donner quelques compléments. Donc voilà la méthode que je vous propose. Ce n'est plus un séminaire où ça devient un vrai séminaire. Ce n'est plus un cours, ce n'est plus une série d'exposés les uns des autres, et particulièrement de moi-même, qui se suivent comme ça. Ça devient un travail collectif que je crois, que j'appelle de mes voeux parce que c'est ce que je préfère largement, mais surtout, je crois que ça peut vous être utile. Donc voilà la proposition. Pour ceux ou celles qui le veulent, vous m'envoyez dans le courant de l'été vos idées d'intervention, de recherche. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, etc. Vous avez le temps de travailler. Et puis, on se donnera des rendez-vous par Zoom. Et puis, éventuellement, dans l'année, on pourra, pour ceux qui sont à Paris, faire une réunion annuelle ou pour faire un point et une sorte de petit colloque avec ceux qui sont sur Zoom en même temps. Là, on demandera le local. Voilà, où nous en sommes. Chers amis, voulez-vous dire quelque chose ou est-ce que nous nous reposons? Merci beaucoup. Mais Vraiment. merci à vous d'être là. Bon, merci beaucoup. Oui. 5 ans, c'est pas rien. Oui, mais vous avez été là depuis 5 ans, Christelle. Et je vous en remercie. Donc voilà. Bernard, Oui. je tiens à vous remercier au nom du Forum du Champ acadien du Liban pour l'invitation et pour votre générosité. Ce fut vraiment un plaisir de participer à ces 3 soirées d'enseignement. C'était vraiment très intéressant et enrichissant. Merci. Vous appelez Elio, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, c'est moi qui vous remercie, Elio. Votre présence nous donne du courage pour continuer. Merci beaucoup, Bernard. Autre chose? On ne vous entend pas là. Oui, je voulais vous remercier également. J'ai eu un petit moment d'épiphanie ce soir. Bon, les amis, j'attends vos écrits par mail ou par lettre, ou comme vous voulez, cet été. Et puis, début octobre ou fin septembre, je vous proposerai une date de réunion. Alors, tout le monde sera sur Zoom à ce moment-là et chez soi. Et puis, on travaillera tranquillement pour voir s'il y a une suite et ce qu'on en fait. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci, vraiment. Bye bye. Au revoir, Léla.